mes chers amis, quand je pense à Stop Suicide, je pense toujours d'abord à un couple qui était venu nous voir après la première marche silencieuse et qui nous avait dit « on aimerait vous aider ». Ils avaient posé 2 conditions. L'une, c'était de ne pas être visible. L'autre, c'était de ne jamais être ceux qui dénaturaient le combat que nous menons. Ils voulaient être là comme soutien, mais ils ne voulaient jamais que Stop Suicide ne soit plus un mouvement de jeunes pour les jeunes. Ce couple-là, le père de famille, il est devenu pendant 10 ans le vérificateur au compte de Stop Suicide. Ce couple-là est venu avec une souffrance toute particulière puisqu'ils sont venus après le suicide de leur fils, dont l'annonce de décès avait été publiée le 9 septembre 2000, date de la première marche silencieuse. Et j'y pense parce qu'on n'aurait jamais pu organiser la marche silencieuse du 9 septembre, on n'aurait jamais pu organiser ou même fonder Stop Suicide le 4 décembre 2000, on n'aurait jamais pu organiser la première semaine de prévention en mai 2005, dont Pierre-François Inger, conseiller d'État à l'époque en charge de la santé, s'en rappelle certainement. Il y avait une autre réunion à ce moment-là qui déclencha le soutien de l'État de Genève pour Stop Suicide. On n'aurait jamais pu organiser dès 2005 toutes les campagnes qui ont eu lieu à l'occasion des Journées mondiales de prévention du suicide du 10 septembre. On n'aurait donc jamais pu organiser tout cela sans ce couple-là et sans toutes les personnes qui, dans l'ombre, de manière anonyme, ont participé à Stop Suicide. Ces personnes ont participé à Stop Suicide parce que, face au suicide, qu'on soit directement touché ou simplement concerné, personne d'entre nous ne sait comment réagir, personne d'entre nous ne sait que faire, personne d'entre nous ne sait que dire et personne d'entre nous ne sait comment agir. Il y a 15 ans, Mélanie en parlait, on a réagi avec notre douleur face à un suicide et notre incompréhension face au suicide de l'un des nôtres. Et la réaction que nous avions, c'était de réagir face au silence. C'est le silence qui, à ce moment-là, était un choc pour nous. Et l'autre choc pour nous, c'était 2 interdits. Premier interdit, dont Luc Gilly, député à l'époque au Grand Conseil, ou Fabienne Bugnon, j'y reviendrai, se rappelle certainement. Premier interdit donc, c'est celui de la police. Quand vous faites une demande d'autorisation en avril 2000 pour une marche silencieuse, la police vous dit non, ça n'a rien à voir, rien à faire dans les rues de Genève. Et là, le groupe que nous étions au départ, eh bien, c'était bien facile. On venait de se trouver un symbole du système qui voulait interdire la prévention du suicide, qui voulait interdire qu'on parle du suicide. Deuxième interdit, un peu plus tard, une fois Stop Suicide créé, à une réunion que nous avions dans une salle un peu obscure à la Maison des Associations en plein travaux. Deuxième interdit donc, venait d'une infirmière scolaire qui, pendant cette réunion, au milieu de la réunion, nous dit « C'est à cause de gens comme vous qu'il y a des suicides ». Je me dis plus tard, quelle brutalité doit avoir une personne de ce type-là, quelle insulte et comment ne pas mieux humilier le groupe que nous étions que de nous dire ça. Et à ce moment-là, nous avions entre 15 et 18 ans. Et il faut imaginer, pour visualiser le contexte, il faut imaginer qu'on était, suite à un suicide de l'un d'entre nous, je le disais, un groupe qui se mobilisait, et on avait différentes motivations dans ce groupe. Il y avait celles et ceux qui étaient là parce qu'ils avaient perdu leur ami, il y avait celles et ceux qui étaient là en solidarité avec les endeuillés, et puis il y avait celles et ceux, dont moi, qui étions là pour réagir face au silence. Mais voilà les 2 interdits que nous avions à l'époque, et je le disais, le choc, c'était le silence qui s'installait après le suicide. Il y a 15 ans, et là on est à 1000 années-lumière. Il y a 15 ans, quand je parlais du suicide, j'avais l'impression de devoir expliquer que dans une classe, quand il y a un suicide, il y a un bureau qui reste vide le reste de l'année. Que quand il y a un suicide, il y a 10 joueurs qui se retrouvent sur le terrain, et si c'était le gardien, le but reste vide le reste de la saison. Quand il y a un suicide, la batterie, elle, ne résonne plus pendant les séances d'entraînement, si j'ose dire, ou les séances de répétition. Le choc pour nous, je parlais tout à l'heure du couple en question, c'était un couple d'adultes. On les appelait les adultes il y a 15 ans. Le choc pour nous, c'était que les adultes redoublaient le silence.
Le choc pour nous, ce n'était pas de parler du suicide, c'était le silence autour. Le choc pour nous, c'était que quand il y a un suicide, on n'en parle pas. Et le choc pour nous, c'était que ces adultes veuillent redoubler ce silence-là. Face à la réaction de l'infirmière scolaire, on avait deux choix. Soit de retourner à nos pupitres et puis de faire comme si de rien n'était. On a décidé de ne pas faire ce choix-là, vous l'aurez compris. L'autre choix, c'était d'argumenter et de démontrer que notre conviction, qui était instinctive à ce moment-là, était la bonne. On n'a pas dû tarder trop longtemps, puisque en décembre 2001, on a eu la chance d'avoir l'étude de Xavier Pomereau et Marie Choquet, qui sont deux références en matière de prévention du suicide, qui traitaient, je veux dire le titre correctement, pour celles et ceux qui voudraient y retourner, ça fait 14 ans, l'identification et l'orientation des jeunes à haut risque suicidaire qui visitent l'infirmière scolaire. Alors, je le dis tout de suite, quand on parle d'infirmerie scolaire, on dit toujours infirmière scolaire par une sorte de pratique courante, mais je vais essayer de dire infirmier, infirmière. L'étude reposait sur deux éléments qui, à l'époque, avaient retenu notre attention. Le premier, c'était un questionnaire d'entrée sur une feuille jaune que remplissaient les élèves qui allaient voir l'infirmerie scolaire. Et ils disaient comment ils se sentaient, il y avait plusieurs questions. Des questions générales et ensuite des questions plus précises sur les loisirs, les soucis du quotidien et surtout, il était inscrit dans ce questionnaire s'ils avaient pensé au suicide, s'ils avaient fait une tentative de suicide. Le questionnaire mettait le mot suicide, ce n'était pas à l'élève de l'inventer. Deuxième questionnaire, vers celui-ci, était donné à l'infirmerie, ou à l'infirmier ou à l'infirmier, une fois que l'élève était sorti, évidemment sans accès au questionnaire de l'élève, et on leur demandait s'ils avaient vu des troubles, s'ils avaient une inquiétude face à l'élève, et s'ils montraient des signes dépressifs. Le constat est assez alertant. 9% des élèves qui allaient voir l'infirmerie scolaire, des garçons, disaient avoir fait une tentative. 19% des filles disaient avoir fait une tentative. Les réponses des infirmières et infirmiers, 1% des garçons et 5% des filles présentaient un haut risque. En gros, on passait à côté d'une population à risque. Et c'est de là que la conviction s'est transformée en argumentaire. Si nous attendons que dans ce tabou-là, les jeunes mettent le mot suicide sur leurs problèmes en allant voir un professionnel de santé, on va attendre très longtemps et on joue la vie de ces jeunes-là. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Stop Suicide a commencé à dire que la réponse était relativement simple. Il faut des affiches, il faut que des affiches partout soient visibles dans les écoles, partout soient visibles dans les lieux de santé et partout soient visibles dans les centres sociaux, parce que simplement c'est enlever cette barrière qu'il faut franchir pour pouvoir parler du suicide. Je parlais des barrières, je parlais des interdits. Dans le même temps, dès le départ, il y a 15 ans, même plus, 16 pour certains, on a rencontré des voix qui voulaient s'élever pour nous aider. L'une d'entre elles, dès le départ, il y a 16 ans, est Fabienne Bugnon. Ça n'avait pas tout de suite été la marraine, elle est devenue marraine plus tard. C'est un titre formel et officiel quand nous avons compris que nous devenions nous aussi des adultes, donc il ne suffisait plus de dire qu'on a une adulte avec nous. Mais c'est une voix qui a toujours été là, qui a été là quand il a fallu intervenir au Grand Conseil pour dire que peut-être qu'une marche silencieuse a le droit d'être organisée par des jeunes du canton. Et c'est une voix qui est encore là aujourd'hui, vous l'entendrez tout à l'heure. Merci d'avoir été aussi dévouée. Et elle me disait tout à l'heure sur la chaise qu'on ne pensait pas être là il y a 15 ans, dans 15 ans. Mais nous voilà toujours là et toujours avec le sourire parce que le soutien de Fabienne nous a aidés de manière absolument indispensable. Il y a d'autres personnes, je ne voulais pas faire la liste, j'en ai mentionné deux. Toutes ces personnes-là ont permis de faire en sorte qu'on n'est plus aujourd'hui là où nous étions il y a 15 ans. Encore deux anecdotes que j'aimerais vous raconter. Depuis le départ, quand on a créé Stop Suicide, on s'est dit que oui, il faut que nous mentionnions le suicide en tant que tel, mais il faut aussi, et c'est un problème qui est lié, que les jeunes aient des espaces d'expression, qu'ils puissent agir comme ils veulent dans des espaces qui leur sont dédiés, et qu'on peut faire confiance aux jeunes. Le couple dont je parlais, dont le père est devenu le vérificateur au compte, imaginez devenir vérificateur au compte quand vous avez des jeunes de 15 ans qui sont des bleus, qui n'ont jamais rien géré de leur vie, et qui viennent vous dire « on va gérer ce truc-là, vous inquiétez pas, il y a juste besoin de quelqu'un qui vérifie à la fin ».
Eh bien, ça, c'était un signe de confiance. Et ce signe de confiance, on a toujours voulu aussi le transformer en disant que nous pensions que les jeunes avaient leurs espaces et devaient pouvoir les avoir. Et une anecdote qui me reste un peu, c'est en 2003, en janvier 2003, un concert de rock, enfin plutôt de métal pour ceux qui sont dans les détails, un concert de métal est interdit au centre social de Tonnay. On a été contacté par le centre social de Tonnay qui nous disait qu'il fallait qu'on vienne expliquer au comité pourquoi il faut interdire un concert de métal qui incite au suicide. Donc on a été sur place, c'est vrai qu'on a découvert des cheveux longs, j'avais plus les cheveux longs à ce moment-là, on a découvert les cheveux longs, on a découvert des batteries, on a découvert des guitares électriques, et on a surtout découvert des gens qui publiaient un magazine qui s'appelle Daily Rock. Entre-temps, ils en publient 2, Daily Rock et Daily Movies, qu'on trouve gratuitement dans tous les cinémas, et qui organisaient des concerts pour des jeunes de Tonnay, gratuitement, pour des groupes de jeunes, pour qu'ils puissent venir jouer leur musique. Et je prends cette anecdote-là, qui est anecdotique aujourd'hui, simplement pour dire que ça fait partie de l'engagement de Stop Suicide que de défendre un espace pour les jeunes, que de défendre aussi une certaine vision de la place des jeunes dans la société. C'est dans le même esprit que dès 2002, on a commencé à soulever le problème du suicide parmi les jeunes homosexuels. Un problème dont Fatou parlera plus. Mais l'angle qu'on avait pris à ce moment-là, c'est de dire si des personnes découvrant leur identité sexuelle, leur orientation sexuelle sont à tel point mises sur le banc de la société qu'elles ou ils en viennent à se suicider, c'est qu'on a un sacré problème. Et c'était la même, je dirais, dynamique à ce moment-là. Deuxième élément que je voulais citer, deuxième anecdote, et je m'arrêterai après, c'était le Congrès mondial de prévention du suicide de décembre 2001. Ruth Dreyfus, alors conseillère fédérale, était venue à Genève et avait pris Stop Suicide en exemple devant ce congrès de 600 personnes, avec principalement des médecins. Vous imaginez bien que quand une conseillère fédérale vient dire à des médecins que pour prévenir le suicide, il ne suffit pas des médecins, mais il faut aussi des mouvements comme Stop Suicide, la salle ne s'est pas forcément levée pour applaudir. Mais ce qui m'inquiète quand je repense à cette anecdote-là, c'est qu'à l'époque, Ruth Dreyfus avait dit « Votre combat est légitime, mais il manque d'une base légale ». Et on y est encore. Je viens d'entendre qu'on est en train de développer un plan national de prévention du suicide, mais il s'est fait attendre. Ça fait 15 ans et probablement dans 5 ans, on aura quelque chose. Parce que dans le même temps, les initiatives, qu'elles soient genevoises, vaudoises, fribourgeoises, neuchâteloises, valaisannes ou zurichoises, restent isolées. Dans le même temps, on est le dernier pays d'Europe occidentale à ne pas avoir un plan national de prévention du suicide, et c'est assez inquiétant. Et c'est bien parce qu'on n'a pas de plan national de prévention du suicide qu'on a toujours un problème avec les armes à feu à la maison et qu'on ne considère pas quel risque on fait prendre à la population cible en la matière, puisque les jeunes hommes utilisent principalement l'arme à feu pour se suicider à la maison. Un des éléments sur lequel Stop Suicide a travaillé pendant bien des années et qui vient d'être mentionné, c'est la même chose avec les ponts. La protection autour des jeunes fait partie de cet élément-là. Et je mentionne encore, j'en viens à mentionner plus d'anecdotes que ce qu'il y a dans mon script. J'en mentionne encore une anecdote, c'est que c'est Genève qui a le premier canton décidé du dépôt volontaire de l'arme à feu quand le Conseil d'État avait décidé que le lieu sûr, d'après la législation fédérale, ce n'était pas forcément la maison, mais bien le dépôt militaire, et que si on peut sauver des vies par un dépôt volontaire, autant le faire. Mes chers amis, ça me fait très plaisir de vous voir tous ici, mais en réalité, après 15 ans, on n'est pas là pour parler des fondateurs, on est plutôt là pour parler de ceux qui sont encore là aujourd'hui. Et ce qui m'impressionne le plus dans les différences, c'est que quand on a commencé, on improvisait. Quand on a dû faire une banderole, on a dû trouver de la nappe suffisamment large pour couvrir une dizaine de mètres. Donc on a acheté de la nappe de table de pique-nique, rouge, c'est la seule qui avait à disposition. Et on a dû découper des lettres. Le seul problème, c'est que les gens à Stop Suicide au départ, et c'est un peu la même chose aujourd'hui, n'étaient pas très manuels, dont moi. Donc découvrir des lettres avec des courbes, ça allait faire relativement moche. Donc on a pris une police qui n'a pas de courbe, la police courrier. On a imprimé tout ça
sur du papier autocollant, c'était pas facile. Ensuite, il fallait découper l'autocollant, je vous laisse imaginer. Mais on a réussi plus ou moins à faire une banderole qui ne flottait pas au vent, condition numéro 1, et condition numéro 2, ressemblait pas aux banderoles de toutes les autres manifestations et de tous les syndicats. Je disais on improvisait parce qu'on n'avait aucune idée à ce moment-là qu'elle allait être photographiée et qu'elle allait être utilisée comme un symbole de prévention. Aujourd'hui, Stop Suicide agit en sachant que Stop Suicide est un modèle à l'international, est actif dans toute la Suisse romande et qu'on l'écoute. Et la détermination qui est montrée par l'équipe d'aujourd'hui de Stop Suicide me rappelle celle que nous avions, et l'engagement de celles et ceux qui aujourd'hui font Stop Suicide est vraiment ce qui mérite applaudissement aujourd'hui. Mélanie, sa présidente, que vous venez de voir, Sophie, la coordinatrice de Stop Suicide, qui était en train de chercher des chaises tout à l'heure, qui est quelque part, elle est là-bas au fond, Anna, que vous entendrez plus tard, Muriel, Irina, Adrien, Maleka, qu'on a vu sur scène tout à l'heure, Seda, Louise, Valéria. Et puis, ça, c'est ceux qui travaillent aujourd'hui à Stop Suicide. Ensuite, il y a tous ceux qui sont au comité, Alexia, Guillaume, Gabriel, Baptiste, Louisa, Charlotte, qui était par là, Nadia, Virginie ou encore Alicia. Leur énergie, c'est certainement le meilleur moyen de prévenir le suicide. Donc, s'il faut dédier cette soirée à quelqu'un, c'est à tous ces gens qui, dans l'ombre, le couple dont je parlais, ou sur scène, Mélanie tout à l'heure, ont fait et font Stop Suicide, et merci à eux.